Dans l'actualité ce soir, l'horreur, la barbarie, la bêtise humaine érigée en conduite, le terrorisme a encore frappé au Burkina Faso. Plus d'une centaine de civils massacrés dans une attaque dans la nuit de vendredi à samedi à Solhan, une commune rurale située à environ 15 km de Seba dans le Yaga. Un deuil national de 72 heures a été décrété par les autorités à compter de ce samedi 5 juin. Et puis dans le journal également, la crise sécuritaire qui impacte fortement l'environnement. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin, une pensée pour les restaurations des écosystèmes. Cette célébration a pour but d'engager les gouvernements, les entreprises et les citoyens à s'attaquer aux problèmes environnementaux urgents au Burkina Faso. Cette journée a tout son sens en raison de ses conséquences lourdes pour la nature et les hommes, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, pour ceux qui souhaitent satisfaire leur envie de villégiature ou de voir des animaux sauvages en vrai, rendez-vous à Gourcy dans le Zondoma. Des chimpanzés, des phacochères, des autruches ou bien d'autres animaux sauvages en cage ou en semi-liberté. Vous en avez pour satisfaire votre curiosité dans le parc animalier de Gourcy. Ce sont là les titres du 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. L'attaque la plus meurtrière depuis 2015 à Solhan dans le Yaga. Plus d'une centaine de civils ont été tués en quelques heures dans la nuit de vendredi à samedi. À cet effet, le gouvernement burkinabé publie ce communiqué dont je vous donne ici lecture. Dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, des individus armés non identifiés ont attaqué le village de Solhan dans la commune le village de Solhan, dans la commune de Solhan, région du Sahel. Cette attaque perpétrée contre les populations civiles s'est soldée par un très lourd bilan. En effet, un bilan provisoire établi par une patrouille de détachement de Seba indique une centaine de civils sans distinction d'âge tués par les terroristes. Plusieurs habitations et le marché ont été incendiés. Face à cette tragédie, les forces obscures, un deuil national de 72 heures allant de ce samedi 5 au lundi 7 juin à 24 heures est décrété. Les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour neutraliser ces terroristes et ramener la quiétude au sein des populations. Le gouvernement s'incline devant la mémoire des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement rassure que ces crimes ne resteront pas impunis, invite les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité et réaffirme sa détermination à assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et c'est signé Ouseni Tamboura, porte-parole du gouvernement burkinabé. Je le disais également, le président du Faso, président du Conseil des ministres, qui décrète un deuil national de 72 heures allant du samedi 5 juin 2021 à 0 heure au lundi 7 juin 2021 est observé sur toute l'étendue du territoire national en mémoire des victimes de l'attaque perpétrée par des individus armés non identifiés contre les habitants du village de Solhan dans la région du Sahel dans la nuit du 4 au 5 juin 2021. Article 2. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et les représentations du Burkina Faso à l'étranger. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. C'est signé Rochmar Christian Kaboré, président du Faso. Et donc ce soir, on a plus de détails sur cette attaque de Solhan. Dans la nuit donc d'hier à aujourd'hui, des hommes armés ont attaqué des populations civiles dans la commune de Solhan, région du Sahel. L'attaque a fait 132 personnes tuées et une quarantaine de blessés pris en charge par les services de santé. Des informations données par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Dr Ouseni Tamboura. Il est au micro de Gérard Sommet et de Sébastien Zongo. Lorsqu'on sait où se situe donc cette commune sahélienne
dans cette province du Yaga qui est aussi aux encablures de la frontière nigérienne. On est dans une zone où on est à 30 km du Niger. C'est une zone aussi qui est contiguë avec la région de l'Est. Je crois qu'on connaît aussi les conditions de sécurité dans ces deux régions fortement impactées par l'insécurité. Alors, le nombre de victimes, on peut arrêter le nombre de victimes depuis cet après-midi à 132 victimes, dénombrées par nos sources officielles habilitées à faire ce type de décompte. On peut aussi, on a pu dénombrer une quarantaine de blessés qui ont été pris en charge dans le centre de santé de Seba. Seba, c'est la commune chef-lieu de la province de Yaga en question. Et parmi ces blessés, il y avait quelques blessés graves qui ont été donc amenés au centre hospitalier régional de Dori. Et nos services humanitaires, notamment la direction provinciale et régionale, ont dénombré environ 107 ménages qui se sont déplacés suite à ces attaques. Et puis, ces 107 ménages sont composés d'environ 799 personnes, donc dénombrées et certainement donc prises en charge par les services donc, de l'action humanitaire. Ce qui aussi il faut noter, c'est que les victimes ont été surtout recensées dans un site qu'on pourrait appeler un site d'orpaillage. C'est un site d'orpaillage. Vous savez que dans ce site, des personnes venant de divers horizons viennent s'implanter là, et à la recherche donc de l'or de façon informelle, souvent non encadrée ou désorganisée. Donc il s'agit surtout de ce site qui est juste le village de Solan, chef-lieu de la commune, qui a été donc victime de cette attaque. À l'issue donc de ce journal, à partir de 21h, je vous retrouve sur la RTB pour un plateau spécial avec des invités, notamment des spécialistes en sécurité et des analystes politiques pour aller plus loin sur cette attaque, expliquer un peu le mode opératoire et rassurer davantage les populations. Donc, restez connectés à 21h pour un plateau spécial proposé par la RTB. Une folie meurtrière terroriste qui endeuille des civils, mais aussi, pas seulement, des militaires, surtout tombent au front pour la défense de la patrie. Un projet vient donc d'être lancé pour soutenir leurs veuves. Go Paga, un programme d'insertion pour les femmes de soldats au Burkina Faso. Après une phase pilote, le projet Go Paga a été officiellement lancé ce 5 juin. Go Paga est un projet qui vise l'autonomisation par l'insertion économique et sociale des veuves et des orphelins des militaires tombés sur le champ de bataille. Son mode opératoire et ses activités à mener avec Adama Guiti et Sébastien Zongo. Un clic et c'est parti pour le lancement de l'extension du projet Go Paga à toute l'armée burkinabé. C'est la suite d'un projet pilote d'insertion économique et sociale des veuves et orphelins des militaires morts au combat pour la nation. Il consiste à rendre autonomes les ayants droit par des offres de moyens de production, de formation, de suivi psychologique et juridique. Nous avons offert l'assurance maladie aux familles. Nous avons en fait réussi aussi à les placer en entreprise. Il y en a une qui est aujourd'hui institutrice dans une école, Loretta, qui a commencé son stage afin d'obtenir son diplôme en tant que gestionnaire de projet. Pour celles qui n'avaient pas de diplôme, on les a accompagnées à apprendre un métier. Go Paga, qui signifie en avant la femme, c'est aussi le soutien à la scolarité des orphelines et orphelins de militaires décidés au combat. C'est un projet unique, innovant. C'est une approche inédite et qui rencontre les besoins des femmes et des orphelins. Et je suis épouse de militaire, donc je suis concernée également. Quand vous venez dans l'armée, on vous dit que bon, quand vous êtes militaire, vous êtes opérationnel à 100%. Et on aime plaisanter souvent, on dit qu'une fois que vous vous mariez, vous devenez inefficace à 50%. Donc si vous êtes sur le terrain, vous savez que bon, en cas de pépin, votre famille, il n'y a pas de souci. Donc vous donnez à 100%, donc vous revenez à 100%. La cérémonie de lancement a servi de cadre pour exprimer la reconnaissance aux personnes qui se sont distinguées dans l'accompagnement du projet.
Et dans cette lutte contre le terrorisme et l'insécurité au Burkina Faso, le gouvernement burkinabé ne lésine pas sur les moyens, mettre les hommes au front comme en arrière-plan dans les meilleures conditions de travail. C'est ainsi que la police nationale vient de bénéficier d'un bâtiment à la hauteur des enjeux de cette institution. C'est le nouveau siège de la Direction générale de la police nationale. La cérémonie d'inauguration du bâtiment est intervenue ce 5 juin en présence de Souleymane Sanou et de Boukari Ouedraogo. Je déclare ouvert le nouveau siège de la Direction générale de la police nationale et invite le directeur général à occuper les lieux. L'autorisation est donc donnée au personnel policier de faire de ce bâtiment R+5 leur quartier général. Un bâtiment dont les travaux ont débuté depuis 2011, aujourd'hui marque le couronnement de 10 années de travaux et pour l'occasion, le gouvernement est bien représenté. C'est un bâtiment de près d'une dizaine de milliards de francs CFA qui a été réalisé sur plusieurs années et qui va permettre désormais à la police nationale d'être encore plus à la hauteur de ses missions, encore plus efficace parce que son staff va pouvoir disposer de bureaux qui lui permettront donc de réaliser plus efficacement ses missions. 287 bureaux exactement pouvant accueillir 430 agents, 8 salles d'attente, 16 salles de réunion, des salles de sport et de conférences. En tout cas, toutes les commodités sont réunies pour permettre à l'institution policière de travailler dans les meilleures conditions. Le directeur général de la police, Jean Bosco Kienou, a pour sa part pris l'engagement d'assurer un bon entretien des lieux dans lesquels se définiront désormais les différentes stratégies pour cette force publique au service des citoyens. L'actualité à la une ce soir, c'est la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée donc ce 5 juin, une 47e journée mondiale commémorée par les Nations Unies et le Burkina Faso sous le signe de la restauration des écosystèmes et des défis sécuritaires. À l'occasion, les initiatives de restauration des écosystèmes dans le pays ont été promues. Ali Doubadini, Pascal Kané. Le Burkina Faso perd chaque année environ 110 000 et 250 000 hectares de forêt. Une situation plus que préoccupante qui vient s'ajouter aux effets néfastes du terrorisme sur les forêts. Il faut donc redoubler d'efforts pour inverser la tendance. C'est ce que les acteurs du domaine de l'environnement rappellent ici à Zignaré à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement. Zignaré doit être un tournant important dans la mobilisation générale en faveur de la protection de l'environnement. C'est l'appel de la marraine de cette journée décrétée par les Nations Unies. Zignaré en moré signifie du jamais vu. Alors nous souhaitons à partir de Zignaré faire du Zignaré, donc du jamais vu en matière de restauration de nos écosystèmes au Burkina Faso. Nous avons la responsabilité de continuer le combat pour la préservation de notre environnement. Chaque Burkinabé, chaque Africain, à l'instar des peuples de la planète tout entière, doit s'engager résolument à réduire le gaspillage et la surconsommation des ressources naturelles en adoptant des gestes et des attitudes éco-responsables. Pour le ministre de l'Environnement, protéger l'environnement, c'est avant tout protéger la vie. Chacun à son niveau doit et peut faire quelque chose pour cela. Il y a une destruction de notre écosystème qui se passe et qui nous amène donc à prendre conscience que si nous laissons dégrader cet écosystème, c'est comme dirait quelqu'un, c'est la mère nourricière. C'est cette terre-là donc, sur laquelle nous vivons là, qui nous nourrit, qui nous permet donc de nous soigner, qui nous permet donc de manger, de nous habiller et de loger. Donc si nous laissons cet écosystème-là s'effriter, on va avoir des problèmes. Et pour permettre aux acteurs de terrain de passer à l'action en faveur de l'environnement, le ministère a remis à l'occasion du matériel d'assainissement et de protection de l'environnement à la direction régionale de l'environnement et à la commune de Zignaré. À Bobo-Dioulasso, cette journée mondiale de l'environnement ne passe pas inaperçue, surtout à l'École nationale des eaux et forêts. Les élèves de l'école ont célébré cette journée à leur manière et c'est à travers une action de curage de caniveaux et d'assainissement de la ville de Bobo-Dioulasso. Une manière pour eux également d'apporter leur contribution aux efforts déjà menés sur le terrain par le gouvernement burkinabé. Hassan Gourabou, Karim Sissé. Ils ne veulent pas être en marge de la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement. Eux
Ce sont les élèves de l'École nationale des eaux et forêts, ENEF de Denderesso. D'abord, pelle, brouette ou râteau en main, ils apportent leur touche à la célébration de cette journée. Particulièrement au niveau de l'École nationale des eaux et forêts, nous avons décidé aussi de donner notre contribution pour vraiment marquer cette journée et rappeler les gens qu'il y a des problèmes, il faut restaurer l'écosystème. Partant de cela, nous avons décidé de curer ce caniveau et c'est dans la continuité de notre activité que nous avons mené le 27 mai, qui était le nettoyage du marigot Oué pour restaurer l'écosystème des sudouilles sacrés, qui est l'identité culturelle des Bobos. L'obstruction des caniveaux constitue la principale cause des inondations ici à Bobo-Dioulasso. C'est donc dire que cette action des élèves de l'ENEF va contribuer à soulager la population, surtout en ce début de saison pluvieuse. L'appel que nous pouvons lancer à l'endroit de la population, c'est d'adopter les gestes éco-citoyens qui consistent à faire des actions au moins qui rentrent dans le cadre du bien-être de tous les individus. De ne pas jeter les ordures au hasard et de souvent curer aussi les caniveaux devant les portes. Parce que c'est des gestes qui contribuent aussi à minimiser les risques d'inondation et aussi à assainir leur milieu et leur cadre de vie. C'est en 1972 que la Journée mondiale de l'environnement a été instituée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Une journée célébrée chaque année tous les 5 juin. La Journée mondiale des sages-femmes et maïeuticiens, quant à elle, est célébrée chaque 5 mai. Et au Burkina Faso, c'est ce 5 juin que les autorités ont choisi pour commémorer la journée. Un accent particulier est mis sur ceux et celles qui aident à donner la vie, un des plus nobles métiers dans l'univers des emplois. Il s'agit ici de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui pratiquent et montrent leur importance au sein de la société. Roger Kam ou Moussissé. Administrer des soins post et prénatals, prodiguer des conseils aux femmes et aux adolescentes, c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Les sages-femmes et maïeuticiens sont en l'honneur ce jour. Célébré chaque 5 mai, c'est en différé que les sages-femmes et maïeuticiens du Burkina Faso commémorent la journée internationale de la sage-femme. Une célébration placée sous le thème « Regardez les statistiques, investissez dans les sages-femmes ». Quand vous investissez dans les sages-femmes, vous allez contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, satisfaire le bien-être de la femme, parce que nous sommes là pour la population et que la population doit bénéficier de nos services. Ces services qui permettront une réduction significative de la mortalité infantile au Burkina Faso, qui a l'un des taux les plus élevés au monde. En 2015, par exemple, le profil sanitaire complet du pays relevait un ratio de mortalité maternelle de 330 pour 100 000 naissances vivantes. D'où un appel aux sages-femmes et maïeuticiens à plus d'abnégation dans l'exercice de leur mission. Je voudrais vous exhorter à redoubler davantage d'efforts pour accroître la qualité de soins offerts dans les structures de soins et démontrer de l'utilité de votre présence sur le terrain. C'est pourquoi un sursaut de fierté est attendu de chacune des sages-femmes, de chacun des maïeuticiens pour relever les défis, nombreux certes, mais pas insurmontables. Il y a également le défi du maintien de sa conscience professionnelle à un niveau plus élevé en toutes circonstances et en tout lieu. En plus de leur mission régalienne, les sages-femmes et maïeuticiens effectuent des dépistages du cancer du sein et du col de l'utérus. À cette commémoration, des sages-femmes et maïeuticiens d'État ont vu leur mérite reconnu par l'État burkinabé, en témoignent ces distinctions. Le PROSAR, un projet pour renforcer l'offre et la demande des services de planification familiale, la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et jeunes filles, la lutte contre les violences basées sur le genre et les services d'état civil dans les communes des régions de l'Est et du Centre-Est fait un bilan à mi-parcours. Le projet vise également à améliorer les enregistrements des naissances qui constituent une problématique pour les mairies, l'État et les partenaires qui veulent s'assurer que tous les Burkinabés aient des actes de naissance. Tanga Robert Kafando.
À cette deuxième session ordinaire du cadre de concertation conjointe du projet ProSahar, les acteurs et les bénéficiaires des régions de l'Est et du Centre-Est font le point des réalisations et des acquis du projet après 2 ans de mise en œuvre. Le projet a commencé il y a presque 2 ans, mais en réalité 1 an, puisqu'il y a eu beaucoup de temps de retard depuis la mise en œuvre du projet. Néanmoins, avec les efforts conjugués de tous, nous voyons que nous avons atteint un taux qui dépasse largement les 50%. Ce qui est appréciable. Et quand on voit aussi le contexte même de la mise en œuvre du projet, donc dans un contexte sécuritaire difficile, et je pense que ce sont des efforts à saluer et je crois que nous sommes satisfaits en tout cas pour le moment. Au titre des réalisations, on note entre autres la dotation des 160 formations sanitaires en kit de matériel médico-technique, la formation de 120 agents de santé à base communautaire, la délivrance de 23 000 jugements supplétifs et la formation de 560 pères éducateurs. L'importance donc du projet n'est plus à démontrer, surtout au niveau de l'état civil, parce que nous avons donc bénéficié d'abord du renforcement de capacité donc de nos officiers. Ensuite, nous avons eu du matériel, armoires, informatique et des archives pour pouvoir vraiment travailler. Le projet financé par l'Union européenne à plus de 1,7 milliard de francs CFA et est mis en œuvre par le consortium Plan International Burkina Faso, ABBF, JPIGO. Il court jusqu'au 31 juillet 2022 et devrait à terme renforcer l'offre de la demande des services de planification familiale et de santé reproductive des jeunes et des adolescents. Et puis, le Zonta Club de Ouagadougou organise une conférence publique sur le thème « Violence faite aux jeunes filles en milieu scolaire et estudiantin ». C'était ce 5 juin à Ouagadougou, donc c'est surtout une séance de sensibilisation des jeunes sur une réalité du phénomène qui est persistante et qui a été mise en avant. Mounira Kéré. Les maîtres mots de cette conférence publique, violence faite aux jeunes filles en milieu scolaire. Une réalité dans les écoles du Burkina, mais dont on parle peu, selon le Zonta Club. Face aux élèves et étudiants, Hélène Traoré et ses camarades insistent sur les conséquences des violences en milieu scolaire sur l'épanouissement des jeunes filles. De plus en plus, nous avons l'incivisme au niveau des jeunes, et d'où la violence des jeunes qui provoquent la violence auprès d'autres jeunes. Et donc c'est pour ça que nous nous sommes dit que c'est mieux que nous puissions organiser cette conférence et pour leur donner des connaissances, renforcer leurs capacités en matière de droit et également aussi leur apprendre aussi à mieux se comporter. Incivisme, discrimination et moquerie sont entre autres actes posés en milieu scolaire et évoqués à cette rencontre. De façon plus large, les panélistes sensibilisent sur la promotion des droits de la jeune fille et les membres du Golden Z Ouaga Étoile sont appelés à cet effet à être des relais. Nous allons continuer avec l'information, la sensibilisation, la prise de conscience et aussi participer à d'autres cadres de jeunes pour nous permettre en fait de toucher plus de jeunes et de les amener à s'intégrer, à nous rejoindre pour une lutte collective. La conférence est organisée par le Zonta Club en collaboration avec l'association d'appui et d'éveil Poksada. Une façon pour ces structures de briser les tabous autour des violences que subissent certains élèves en milieu scolaire. Et de leur côté, des femmes championnes veulent coacher leurs jeunes sœurs des 13 régions du Burkina Faso. Il s'agit de contribuer à une prise de conscience des femmes et des jeunes filles dans la nécessité d'une prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, mais aussi accroître leur intérêt pour jouer un rôle dans la société par des activités, notamment des séances de sensibilisation, des tables rondes, des causeries débats. Un panel est d'ailleurs organisé ce 4 juin à Ouagadougou. Des détails avec Aimé Solange-Guigma. C'est un panel voulu par la coordination de la plateforme des femmes du G5 Sahel pour coacher les jeunes filles en vue de renforcer leur capacité en matière de résolution des conflits et d'expression du leadership. En face d'elles, des femmes universitaires, chefs d'entreprise, leaders politiques et membres de la société civile. L'enjeu leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. C'est des jeunes filles qui ont déjà fait une immersion sur les questions de paix et de sécurité. Donc c'était facile vraiment pour nous de les remettre
à jour sur la résolution 1325 des Nations Unies. En fait, c'est une résolution très complète qui protège les femmes et qui engage le gouvernement à impliquer les femmes au plus haut niveau dans les prises de décision pour tout ce qui concerne la paix et la sécurité. Les échanges vont porter sur les terminologies, les concepts clés, les approches, les avancées du Burkina en matière de prévention de la radicalisation et sur l'autonomisation des femmes. Il est important que ces femmes leaders qui peuvent sortir du lot pour travailler sur cette thématique de radicalisation et d'extrémisme violent, qu'elles puissent être outillées argumentaires, elles puissent être outillées en comportement pour ce que les femmes et les jeunes filles veulent. USAID est très content de financer cette plateforme de jeunes femmes leaders et de leur encourager à s'engager plus fort dans le combat contre l'extrémisme et s'engager aussi pour le pays. Ce panel intervient après ceux de Tinkodogo et de Kaya. Au total 5, ils vont toucher 125 jeunes filles et femmes des 13 régions pour leur permettre de prendre en main leur avenir. Avec le début de la saison pluvieuse et de la période de soudure, le PAM apporte son soutien aux personnes vulnérables de la province du Yatenga à travers des vivres et argent. Ce 3 juin, le programme des Nations Unies a convié les maires et préfets et services techniques de l'agriculture pour une rencontre d'information. L'assistance va concerner 121 000 personnes et au total 19 935 tonnes de vivres et environ 515 millions de francs CFA de transfert cash pour faire face à l'urgence. Moussaki. Dans cette salle, il y a des maires, des préfets et des responsables des services techniques d'agriculture. Tous sont acteurs du processus de ciblage des ménages vulnérables pour la réponse d'urgence du Programme alimentaire mondial à la période de soudure 2021. L'opération d'assistance humanitaire va consister à la distribution de 1935 tonnes de vivres aux personnes vulnérables des communes de Tiou, Barga, Tangay et Zogoré. Celles de Segniga vont bénéficier d'un transfert de cash d'environ 515 millions de francs CFA. La mission est confiée à l'AFDR, Association Formation, Développement et Ruralité. Chaque personne bénéficiera de la ration classique, c'est 12 kilos de céréales et puis 3 kilos de haricots et puis 0,75 litres d'huile. Les attentes vis-à-vis de ces acteurs sont claires. Informer les bénéficiaires ciblés, mais aussi coordonner la distribution des vivres dans les ménages et sur les sites choisis. Aujourd'hui, nous avons des difficultés dans nos communes. Vraiment, la pluviométrie n'a pas été ça. Nous avons aussi l'insécurité. Vraiment, nous avons trop de problèmes. Mais l'assistance que AFDR, en tout cas, vient de nous donner, vraiment, va beaucoup nous galvaniser parce que vraiment, il y a des nécessités, il y a vraiment des besoins. L'association Formation, Développement et Ruralité compte débuter la première opération le 11 juin prochain pour 3 mois avec un seul objectif, améliorer les conditions de vie des bénéficiaires, y compris les déplacés internes. Le financement de l'opération est assuré par le PAM, Programme alimentaire mondial. L'université de Ouagadougou, Joseph Kizerbo, vient de tenir ce 4 juin sa première journée de coopération scientifique internationale. Une activité qui va permettre à l'université de faire l'état des lieux de plus de 2 décennies de coopération. Estelle Assogba. L'université professeur Joseph Kizerbo, du haut de ses 47 ans, collabore avec plus de 300 institutions à travers le monde. Un partenariat qui lui a permis de bénéficier de plusieurs avantages comme le financement de la recherche, la mobilité des enseignants-chercheurs et des étudiants. En initiant cette journée de la coopération scientifique internationale, la doyenne des universités du Burkina Faso entend dynamiser ses actions de coopération. Le gouvernement a fait de gros efforts pour le financement de la recherche et de la formation, mais à travers cette coopération internationale, il va falloir s'ouvrir au monde pour renforcer le financement de la recherche. Ce qui nous permet également d'améliorer la formation à travers ce partenariat scientifique, formation de base, j'entends par la licence, mais formation à travers les masters professionnels et les masters de recherche.
mais également le doctorat. Enjeu du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est le thème qui retient l'attention de tout ce beau monde ici réuni. Et pour une première, c'est la France qui est le pays invité d'honneur. On a une ancienneté de collaboration entre chercheurs français et burkinabés très forte. Et il faut évidemment capitaliser là-dessus, continuer et même amplifier ça. C'est l'esprit dans lequel on a signé tout à l'heure avec Madame la ministre le partenariat Hubert-Curien. Hubert-Curien, c'est un grand ministre de la recherche scientifique en France. C'était avant même d'être un grand ministre, c'était un grand chercheur, un grand scientifique lui-même. Et donc, d'où l'appellation qui a été donnée à ça, c'est pour faciliter, favoriser l'échange entre scientifiques, entre chercheurs, entre institutions de recherche et institutions d'enseignement supérieur françaises et burkinabées. Au cours de cette journée, les différents partenaires vont faire l'état des lieux de leur coopération et lui donner une nouvelle impulsion. Cela pour un meilleur rayonnement de l'enseignement supérieur et de la recherche au Burkina Faso. Dans l'actualité ce soir, des chimpanzés, des phacochères, des autruches et bien d'autres espèces animales en cage ou en semi-liberté, vous vous en doutez, on en trouve à Gourcy et c'est dans le Zandoma, un site touristique qui a été lancé en 2012 et qui force l'admiration des visiteurs en raison de son histoire et de la diversité des espèces qu'on y trouve. Karim Bitienga. À proximité du palais de Naba-Bongo de Gourcy, un chimpanzé dans sa cage. Plus loin, une tortue géante et des chèvres rousses amenées des maladies au Niger. Bienvenue au parc animalier de Gourcy, l'une des attractions touristiques de la région du Nord. Moni Ouedraogo est en charge du zoo. Entre lui et le chimpanzé, la confiance s'est installée depuis quelque temps. Il en est de même pour les waterbuck, les antilopes et toutes les autres espèces animales de ce bosquet Naba-Bongo de Gourcy. Il veille à l'alimentation de chaque animal selon sa spécificité. Qu'il soit herbivore ou omnivore, nous donnons à chacun les aliments qui lui conviennent, en sorte que tous les animaux se nourrissent comme dans leur milieu d'origine. À tout moment, nous alimentons les abreuvoirs pour eux, d'autant plus que certains sont des ruminants. Le parc animalier Naba-Bongo, c'est un hectare de superficie pour 15 espèces et 53 individus. Plusieurs dizaines d'arbres sur pied leur servent d'ombrage. Mais derrière ce bosquet se cache l'histoire d'une clairière. Naba-Bongo, comme son nom l'indique, voulait faire comprendre à la population que c'est parce que ta terre est devenue inculte que tu vas en tout cas laisser ça sans exploiter. Il faut essayer de récupérer les terres incultes là. C'est pour cela son nom de guerre, Naba-Bongo, Jipelien Biriki, Lebek-Bongo. C'est-à-dire la terre inculte, quand tu vas apporter de la fumure organique, des cordons pierreux, en tout cas tu vas arriver à exploiter sa terre qui est dégradée là. Si vous voyez ici, c'est comme le terrain que vous voyez, c'était la même chose. Mais c'est depuis 2012 que le chef a commencé en tout cas à planter ces arbres là. Après les arbres là, il y a, n'est-ce pas, les animaux que le chef veut en tout cas montrer à la nouvelle génération ce que c'est que les animaux sauvages. Nous souhaitons que le parc se développe davantage. C'est déjà un honneur. Nous acceptons des visiteurs gratuitement tout en sensibilisant sur les contributions pour la prise en charge des animaux. Pour faire cohabiter ces différentes espèces, les gérants usent de stratégies. Ils gardent les plus capricieux en cage pendant que les plus dociles restent en semi-liberté. En plus de ce parc animalier, la capitale du Zondoma dispose de 5 autres sites touristiques. Et puis l'artiste Jules Romaric Nana nous invite à avoir une autre vision de l'art. À travers l'expo IRI, l'artiste nous entraîne dans une découverte de ses toiles et autres tableaux qui questionnent l'humain et nous renvoient à notre finitude. Marguerite Douagneau. Ce tableau traite de l'éveil de conscience.
Sur cet autre tableau, il est question de l'amour du prochain. À travers ses œuvres, l'artiste met en lumière les valeurs que nous devons avoir vis-à-vis de l'étranger. L'exposition est ici dénommée Yiri. Le projet est une initiative de Gilles Romaric Nana, de son nom d'artiste Olcano. Durant les longs mois d'inactivité due au Covid-19, Olcano s'est trouvé de quoi s'occuper. Après 3 mois de formation, je me suis lancé à l'autodictature. Je me suis moi-même formé aussi en côtoyant certains artistes. Je me suis moi-même formé un peu et jusqu'aujourd'hui, je dirais que ça va un peu. Je suis un peu dans le milieu, quoi. J'arrive à me débrouiller un peu. L'artiste présente ici 13 tableaux avec une harmonie de couleurs sous différentes formes. Plusieurs thèmes y sont développés. Les thèmes que j'aborde ici sont plus placés sur l'éveil de conscience. J'aborde tout thème, en tout cas qui touche à la société, qui vient de la société. Je m'inspire de la ville, de tout. J'utilise les pigments naturels, précisément la terre. Voilà, la terre, l'ocre, la terre rouge, la terre jaune et la terre noire. Voilà. En plus de ça, j'utilise aussi l'acrylique qui est la peinture des blancs. Voilà, pour faire un mixage, quoi. Pour s'offrir un tableau de Olcano, il faut débourser une somme de 100 000 francs CFA et plus. Au-delà de la relance des activités, l'artiste présente une image beaucoup plus joyeuse des Burkinabés et des Africains en général. Un mot de sport pour refermer cette édition. Vous l'avez sans doute suivi sur nos antennes. Un match amical joué ce soir même au stade Alassane Ouattara de Bembé en Côte d'Ivoire. Les étalons ont été battus par les éléphants de la Côte d'Ivoire par le score de 2-1. Les étalons ont ouvert le score en première période avant que les Ivoiriennes égalisent et doublent la mise en seconde période. Le commentaire est signé Alain Didier Compaoré. Il n'aura pas le ballon. Un sursaut d'orgueil, c'est ce que l'on peut qualifier de la victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire sur les étalons du Burkina, 2-1. Après la minute de silence observée à la mémoire des victimes des attaques terroristes à Solan, l'arbitre togolais Bodiona donne le coup d'envoi. Vite, les éléphants vont à l'abordage, mais la paire Issoufou Dayo et Edmond Tapsoba font de la résistance. Ainsi, contre le coup du jeu, sur cette passe millimétrée d'Edmond Tapsoba, Franck Traoré ouvre le score pour les étalons. 1-0, on joue la 16e minute. Cueillis à froid, les Ivoiriens poussent, mais les Burkinabés résistent jusqu'à la pause sur cet avantage d'1-0. Au retour des vestiaires, les deux équipes se contiennent. On opère des changements de part et d'autre. À la 72e minute, sur ce coup franc de Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, oublié dans le dos de la défense, reprend victorieusement la balle. 1-1. Alors que l'on s'acheminait en bons amis vers la fin du match, Issoufou Dayo commet une faute à l'entrée de la surface des étalons. Ahmed Diallo transforme magistralement le coup de pied arrêté et libère la Côte d'Ivoire à la 97e minute. 2-1 pour les éléphants et c'est le score au terme du match. La principale information de cette édition, l'horreur, la bêtise humaine, la barbarie, le terrorisme a encore frappé au Burkina. Plus d'une centaine de civils massacrés dans une attaque dans la nuit de vendredi à samedi à Solan, une commune rurale située à environ une quinzaine de kilomètres de Seba, dans le Yaga. Un deuil national de 72 heures a été décrété par les autorités à compter de ce samedi 5 juin. Et je le disais également, je vous retrouve à partir de 21h pour un plateau spécial avec des spécialistes en sécurité, mais aussi des analystes politiques pour analyser cette actualité. Rendez-vous donc à 21h sur les antennes de la télévision du Burkina. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne nuit. Au revoir.